Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous parler d'une entité dont on parle ces derniers jours, l'insuffisance cardiaque AFG améliorée. Est-ce qu'on parle effectivement d'insuffisance cardiaque AFG améliorée, c'est-à-dire en rémission ou guérie? Voilà la définition. Pour voir la définition de cette entité, j'attends la diapositive. Donc, selon les nouvelles recommandations, la définition de l'insuffisance cardiaque AVG améliorée, et là, je me suis basée sur ce consensus d'experts publié dans le Journal of American College of Cardiology en 2020, où on considère cette entité en se basant sur ces éléments suivants. Patient qui a un FEVG inférieur à 40%, et il gagne plus que 10% en valeur absolue de sa FEVG, avec une seconde mesure de FEG qui est supérieure à 40%. Et généralement, c'est accompagné avec une réduction des volumes ventriculaires gauche. Bien sûr, il faut au moins 3 à 6 mois de traitement médical optimal pour juger la FEVG. Et voilà, selon le essai et surtout ce nouveau papier parlant de la définition universelle de l'insuffisance cardiaque, trouve cette entité d'insuffisance cardiaque avec FEVG améliorée. On trouve la même définition de base FEVG inférieure à 40%. On gagne 10 points de FEVG sous traitement médical optimal avec une seconde mesure qui dépasse les 40%. Donc, les sociétés savantes, les guidelines sont d'accord sur cette définition. Et même, donc, si on regarde les recommandations de 2021 de prise en charge de l'insuffisance cardiaque, la Société européenne de cardiologie, vous êtes familier maintenant avec cette classification. Il y a le mild reduced entre 41 et 49%, mais on trouve, il parle aussi pour la première fois de cette insuffisance cardiaque AFEVG améliorée et il préfère utiliser insuffisance cardiaque with improved ejection fraction avec FEVG amélioré, mieux que recovered, c'est-à-dire guéri. Et pour eux, l'insuffisance cardiaque FEG améliorée, ça fait partie plutôt de l'insuffisance cardiaque FEG réduite que de l'insuffisance cardiaque FEG préservée. Et si on tape le mot recovered dans les guidelines, on trouve qu'il y a vraiment des gaps dans l'évidence, aussi bien dans la définition et l'épidémiologie, aussi bien dans le traitement. Et donc, on a besoin certainement de travaux pour mieux éclaircir cette entité. Et tout récemment, les nouvelles recommandations américaines de l'ACC 2022 qui ont été publiées récemment trouvent pratiquement, ils parlent de cette entité, ils parlent de l'improved et non le recovered, et on trouve que c'est pratiquement la même définition. Et là, il insiste sur le fait que cette définition, oui, on la garde, mais l'amélioration de la FEVG n'est pas égale à la guérison, c'est parce que ça peut cacher une atteinte infraclinique myocardique, une atteinte des fibres myocardiques, des anomalies structurales, des anomalies du volume du ventricule gauche et de la fonction diastolique. Alors, donc, au-delà, en matière d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, au-delà de la FEVG, au-delà de l'amélioration de la FEVG n'est pas égale guérison complète de la maladie. Donc là, on parle, comme je l'ai dit, d'améliorer plutôt de l'improved. Il ne faut pas se contenter de la partie saillante de l'iceberg, c'est-à-dire la FEVG, parce que des études ont démontré que les différentes voies neuro-hormonales délétères sur le cœur restent actives dans le sens cardiaque FEVG amélioré. Et certainement, comme je l'ai dit, ça cache une atteinte infraclinique. Et par analogie avec les patients de cancérologie en rémission, improved,
qui semble judicieuse par opposition à la guérison RECAFL. Donc, on parle d'insuffisance cardiaque FEG improved. Alors, quel est le pronostic de cette entité qui est maintenant bien défini? Et là, par rapport à l'insuffisance cardiaque FEG réduite, son pronostic, il est meilleur que l'insuffisance cardiaque FEG réduite. Et si on regarde ce beau papier sur la prévalence de l'insuffisance cardiaque FEG améliorée dans une cohorte de patients qui ont d'insuffisance cardiaque réduite, et on a essayé aussi de suivre ces patients qui ont des FEVG réduites pour voir le pourcentage qui améliore leur FEVG, mais aussi pour chercher le critère primaire qui est la mortalité toute cause, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, les causes d'hospitalisation, et on verra. Voilà les résultats. Donc, dans 22,64% des patients améliorent leur FEVG. Et là, on trouve pour les patients, si on compare donc les événements cardiovasculaires par rapport aux patients qui ont une insuffisance cardiaque FEVG réduite, c'est une réduction de 50% de la mortalité totale, de 60% de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, 40% réduction d'événements composites. Par rapport à AFPEF, c'est une réduction de 58% de la mortalité, toute cause, et de l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque. Et là, les experts ils sont pour le fait que cette entité fait partie de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite plutôt que l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Mais dans tous les cas, il est de meilleurs pronostics que les deux entités. Même on se regarde, c'est très beau papier publié récemment en 2022, il sera publié en juin en 2022. C'est donc le papier IMPRESS. Et là, c'est comparer le pronostic de cette entité par rapport à la HAPPEF et la HAFREF, et son pronostic, comme je l'ai dit, c'est un phénotype indépendant, et le pronostic il est supérieur à HAFPEF et HAFREF. Donc, ce n'est pas la HAFPEF qui est meilleure que l'insuffisance cardiaque FEVG améliorée. Et c'est en partie cette amélioration à l'effet du traitement, et l'effet du remodelage inverse qui a été démontré avec les différentes molécules, aussi bien l'ancienne que la récente, sur l'hypertrophie, sur la cytolyse myocytaire, sur l'apoptose cellulaire, sur la fibrose, et leur effet bénéfique sur la réduction de la fibrose, l'apoptose cellulaire, la réduction de l'hypertrophie a été démontrée sur des études animales et humaines. Et donc, alors, c'est quoi ce remodelage inverse qui a un impact pronostique très important chez nos patients insuffisance cardiaque, et cette étude l'a bien démontré que le remodelage ventriculaire inverse est retrouvé chez 30% de la population en CMD sous traitement pharmacologique, et c'est un facteur indépendant du pronostic à long terme. Et l'évolution vers le remodelage ventriculaire inverse suggère moins d'anomalies structurelles cardiaques au moment du diagnostic et une haute probabilité de bonne réponse au traitement. Donc là, c'est pour appeler rapidement le remodelage inverse. Là, c'est le remodelage classique, le post-IDM avec le VG qui se dilate, l'amincissement, la paroi, la dysfonction VG. Mais ce qu'on cherche chez le remodelage inverse, c'est l'ensemble de changements moléculaires, cellulaires et tissulaires qui aboutissent à la réduction des volumes ventriculaires et une amélioration de la FEVG avec réduction des volumes télédiastoliques et systoliques de plus de 10% et amélioration de la FEVG en valeur absolue de plus de 10%. Donc voilà, le remodelage inverse, c'est une réduction des volumes télédiastoliques, systoliques du ventricule, et c'est décrit sa prévalence entre 26 et 46%. Et donc, attention, le remodelage inverse ne signifie pas réversion complète et disparition des processus pathologiques mis en place lors du remodelage. C'est ce qu'on cherche, c'est l'amélioration, mais il reste des atteintes infracliniques. Et si on regarde les guidelines 2021 de prise en charge de l'insuffisance cardiaque, et là, c'est surtout pour parler du traitement de cette entité qui est maintenant clair. Et là, puisque c'est pas l'improved, on ne trouve pas de traitement en particulier, mais on trouve traitement d'insuffisance cardiaque chronique mild reduced, moderately reduced, et généralement, elle se trouve dans cette entité. Tout le traitement, c'est en classe de B, mais dans tous les cas, on verra, il faut continuer le traitement. Et pourquoi se pose la question sur le fait de continuer ou pas le traitement du moment que la FEVG est améliorée? Parce que parfois, on trouve un patient stabilisé en classe fonctionnelle NIA1 avec un remodelage inverse.
Et là, le cardiologue, il peut se poser la question, pourquoi ne pas arrêter le traitement puisque le patient s'améliore? Et la question qui se pose aussi, pourquoi arrêter un traitement qui fonctionne? Et là, le cardiologue aussi, parfois, il se pose cette question, si le patient présente des effets secondaires ou un jeune actif désire arrêter son traitement ou une femme en âge de procréer. Dans tous les cas, on a trouvé une seule étude randomisée, la première en 2018, l'EDHF, qui a essayé d'étudier l'effet de l'arrêt du traitement de l'insuffisance cardiaque sur la FEVG et ça a comporté ce que ça permet d'inclure 51% et des patients qui avaient de la FEVG inférieure à 40% initialement. Et donc, le critère donc, d'amélioration, c'est l'augmentation de la FEG par l'IRM, l'amélioration du volume diastolique entre la gauche et indexé, et la baisse du taux de NT-proBNP et du BNP. Voilà le critère primaire composite, sans qu'il y ait bien sûr d'évidence d'insuffisance cardiaque. Voilà, donc il n'y a pas de différence dans les caractéristiques des patients dans le groupe qui a arrêté et le groupe n'a pas arrêté. Ces patients ont été suivis, c'était prévu 4 ans, mais l'étude a été arrêtée pendant 6 mois parce que le critère primaire, la récidive de l'insuffisance cardiaque, a été décrit dans 44% des cas des patients qui ont arrêté leur traitement. Donc là, ça a permis d'arrêter l'étude parce que vraiment, cette étude randomisée indique que chez 4 patients sur 10 avec une insuffisance cardiaque à FEVG improved, l'arrêt du traitement s'accompagne d'une réapparition d'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Donc là, les choses sont claires, il ne faut pas arrêter de traitement. Heureusement qu'il n'y avait pas de cas de décès, mais il y avait des cas d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais pour d'autres causes d'hospitalisation. Alors, le groupe des patients qui n'altèrent pas leur FEVG à l'arrêt de traitement, il y avait un groupe qui n'a pas altéré, n'est pas encore bien identifié, mais certainement on a besoin d'autres marqueurs et d'autres études pour bien identifier cette entité. Si on regarde le sous-groupe de l'étude de l'EDHF, publiée récemment en 2020, pour voir l'effet de l'arrêt du traitement sur le remodelage, on a trouvé effectivement à l'arrêt du traitement, il y avait une augmentation de la masse ventriculaire gauche et l'altération du strain ventriculaire gauche et du ventricule droit. Donc là, vraiment, ça nous permet, même le volume extracellulaire à l'IRM a été donc augmenté. Et là, ça témoigne de que l'amélioration de la FEVG cache des atteintes infracliniques. Il faut bien savoir les chercher et il ne faut pas arrêter le traitement. Donc, au-delà de la FEVG, il faut évaluer le strain longitudinal global chez ces patients. Et comme le montre cette étude toute récente, publiée en 2022, qui ressort que le strain longitudinal global, c'est un facteur pronostique très important chez ces patients qui donc améliorent leur FEVG. Donc, remodelage FLS ne signifie pas guérison, intérêt du maintien du traitement. On peut arrêter les diurétiques, ce n'est pas grave, c'est juste pour le traitement, c'est le traitement des congestions, mais il ne faut pas arrêter le traitement qui ont une valeur pronostique et surtout, comme le montre cette étude, l'intérêt de les introduire précocement qui favorise le remodelage inverse. Plus on introduit précocement, plus le remodelage inverse sera précoce, plus l'amélioration de la FEVG est précoce. Certes, ce sont des patients en rémission, ce sont des patients qui ont amélioré leur FEVG en rémission et non en guérison. Donc, il nécessite un suivi régulier chez ces patients, clinique et électrique. C'est important, donc ça c'est proposé par le consensus américain publié dans l'American College of Cardiology, le CG et la clinique au début après 6 mois et puis tous les 6 mois à 1 an, les dosages de NT aussi pro-BNP, le strain aussi. Et là, vous voyez que certes, il y a le point 0, mais après 6 mois, évaluation clinique électrique NT pro-BNP avec l'échographie, IRM ou écho 1 an, pourquoi pas. Et puis, tous les ans ou tous les 6 mois, c'est la clinique, le CG NT pro-BNP, mais l'écho, avec une étude fine tous les ans, voire même tous les 3 ans, selon l'évolution. Et voici les facteurs prédictifs de mauvaise amélioration de la FEVG. C'est surtout chez les patients qui ont un taux de biomarqueur très élevé, le rehaussement tardif à l'IRM, une FEVG très basse, une insuffisance cardiaque ancienne, l'étiologie ischémique. Donc là, ce sont des facteurs de mauvais pronostic.
Donc là, c'est clair, et même dans le consensus américain, chez ces patients qui améliorent le FEVG, il ne faut pas arrêter le traitement, il faut les garder jusqu'à ce qu'on comprenne encore plus cette entité. Et ce sont des patients qui nécessitent un suivi régulier parce qu'ils sont à risque de récidive. Donc, il est préférable de parler de patients avec insuffisance cardiaque FEVG améliorée par opposition au terme de récupération. À la question, docteur, maintenant que mon insuffisance cardiaque s'est améliorée, est-ce que je suis autorisé à arrêter mes traitements? La réponse est non. Et dans l'avenir, il faut s'intéresser à mieux caractériser le phénotype de ces patients dont l'insuffisance cardiaque FEVG altérée ne récidive pas à l'arrêt de traitement afin de les identifier et donc leur proposer une prise en charge adéquate. Je vous remercie et je vous invite à vous inscrire à cette formation organisée aussi par le Collège du chirurgie cardiovasculaire, une formation en rythmologie, d'haltère rythmique, c'est une formation en ligne. Et je vous remercie.